Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des Sentinelles. Donc à travers ces rendez-vous qui sont réguliers maintenant depuis plusieurs années, nous souhaitons vous présenter les résultats des recherches permises grâce à la participation de notre formidable communauté de Sentinelles. Cette communauté, elle compte aujourd'hui plus de 38 000 membres, des citoyens, des chercheurs, des patients et des médecins qui se réunissent autour d'un objectif commun, celui d'unir nos forces pour accélérer toujours plus la recherche sur le cancer. Lors de ces conférences, les médecins et les chercheurs mobilisés viennent vous présenter les résultats qu'ils ont pu obtenir grâce à vous et les suites qu'ils vont y donner, qu'il s'agisse de nouveaux projets ou de nouvelles pratiques médicales pour mieux prendre en charge les personnes faisant face à la maladie. Aujourd'hui, nous allons parler des suites de l'hormonothérapie. Et avant d'aborder le sujet de la conférence, je voulais d'ailleurs vous parler de deux études qui sont actuellement en cours sur la plateforme des Sentinelles et qui concernent les personnes qui sont actuellement sous hormonothérapie. Donc, si vous êtes en train de suivre un traitement pour une hormonothérapie depuis au moins 3 mois, vous pouvez participer à une première étude dont l'objectif est de mesurer l'intensité des effets secondaires. Et donc, il y aura 2 questionnaires à remplir à 1 an d'intervalle. Et si vous souhaitez, il y a également une deuxième étude qui s'intéresse, elle, plus spécifiquement aux effets de l'hormonothérapie sur les capacités cognitives. Et cette étude est assez originale puisqu'elle va concerner à la fois la personne qui suit l'hormonothérapie et la personne qui vous aide au quotidien à gérer ces effets secondaires. Voilà, donc vous le voyez, l'hormonothérapie, malheureusement, s'accompagne d'un certain nombre d'effets secondaires. Et donc, ce soir, nous allons parler plus spécifiquement d'un syndrome qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ce syndrome, il recouvre de nombreux symptômes urinaires, donc des difficultés à uriner, gynécologiques, des démangeaisons, des douleurs, et sexuelles, comme la diminution du désir ou des douleurs lors des rapports. Plus de 1100 sentinelles ont participé à cette étude lancée par le professeur Pierre Marès au CHU de Nîmes. Et donc ce soir, il nous présentera l'impact des effets secondaires liés à ce syndrome, comment ils affectent la vie des personnes vivant avec un cancer au quotidien, comment ils sont pris en charge et ce qui pourrait changer à l'avenir. Donc suite à sa présentation, vous aurez la parole pour aborder vos questions plus concrètes. Et donc ces questions, vous pouvez les poser directement par l'interface de la conférence. Donc vous le voyez, sur votre écran, vous avez 3 espaces à votre disposition. Un chat où vous pouvez discuter entre vous, un espace questions où vous pouvez poser plus spécifiquement vos questions pour le professeur Marès, et un espace sondage qui va être activé tout à l'heure où on va pouvoir vous poser quelques questions. Et en fait, les 2 questions sont déjà lancées, et donc vous pouvez déjà y répondre, et ça va permettre d'introduire la présentation. Donc, ces 2 questions-là auxquelles vous avez accès sur le bouton sondage, on voudrait savoir si vous avez déjà participé si vous avez participé à l'étude dont le professeur Marès va vous présenter les résultats ce soir. Et on souhaiterait aussi que vous nous disiez, à votre avis, quel pourcentage de femmes prenant de l'hormonothérapie souffrent d'effets secondaires qui seront évoqués ce soir. Donc, j'ai dit effets secondaires urinaires, gynécologiques et ou sexuels. Vous avez le choix entre 3 options, moins de 5%, 50% ou 85%. Donc, on vous laisse quelques petits moments pour voter. Et puis, on va pouvoir commencer la présentation. Voilà. Je laisse la parole au professeur Marès et je partage l'écran pour que vous puissiez avoir accès aux diapositives. Je peux y aller? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci à la fois de votre invitation et surtout merci de votre participation dans cette étude qui est une des études les plus importantes au niveau français, mais aussi international, et dont je parlerai tout à l'heure. En fait, ce dont je voulais vous informer, c'était tous les éléments qui concernent cette période de la vie de la femme, diapo suivante, qui concerne le moment où elle arrive à la ménopause et où ce qui se passe, c'est que très souvent, un bon nombre de cancers peuvent se développer dans cette période-là. Et donc, on a à ce moment-là de la vie la conjonction de situations complexes déjà à vivre qui sont celles liées à la ménopause et de l'autre côté, la survenue de pathologies traumatisantes par elles-mêmes, difficiles parfois à traiter
et avec des thérapeutiques qui sont complexes et parfois avec des effets secondaires, on vient déjà de l'évoquer. Alors, je voudrais souligner un petit peu les éléments qui se passent au moment de la ménopause parce que il y a d'ores et déjà une dimension esthétique en soi qui porte sur la silhouette et il est clair que le fait d'avoir des chromosomes XX ou XY fait que vers la cinquantaine, les silhouettes se changent et elles ne sont pas, à l'évidence, toujours acceptées facilement, mais il faut savoir que les hommes aussi, nous changeons. Il faut savoir qu'il y a à côté de cette dimension esthétique des pathologies génito-urinaires qui sont négligées, mais qui vont altérer toute l'image corporelle. Et ceci existe parfois chez des femmes très jeunes. Et ce que je vous dirais là-dessus, c'est que ces troubles peuvent apparaître dans ce qu'on appelle la période de périménopause. C'est donc bien avant la ménopause. Et des lésions qui interviennent dans la zone qui est dans l'entrejambe peuvent altérer toute l'image corporelle, toute l'image de la féminité, bien plus parfois qu'un nez tordu ou une tache qui apparaît sur la peau. Et donc, il est essentiel d'ores et déjà de les dépister dans la ménopause qui s'installe, ce qu'on appelle la post-ménopause, mais aussi dans les périodes de post-cancer, parce que ces lésions peuvent être majorées par les traitements liés au cancer, qui sont la chimiothérapie. Et donc, il est essentiel d'évaluer son impact, essentiel de proposer une prise en charge et l'évaluation de l'impact, je reviendrai sur la proposition de Guillaume sur le fait de ces deux études qui vous sont proposées sur l'intensité des effets secondaires, mais aussi sur l'impact général sur la globalité de la personne que sont ces thérapeutiques, qui peuvent avoir ces thérapeutiques. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces pathologies génito-urinaires qui ont trop longtemps été négligées en disant ça va passer, ça passait, mais avant, l'espérance de vie s'arrêtait souvent à 65 ans. Donc aujourd'hui, notre espérance de vie à tous est autour de 95 ans. Donc il faut essayer de faire en sorte que cette période de vie se déroule dans les meilleures conditions possibles et en post-ménopause, mais aussi lorsqu'en plus vient apparaître un cancer avec ses prises en charge et toutes les pathologies associées. Diapo suivante, et vous mesurez combien ceci est important, diapo suivante, puisque on peut estimer environ, non, on peut revenir sur la diapo d'avant, que 400 000 femmes arrivent dans l'âge de la ménopause par année en France. Donc vous voyez le nombre de personnes qui sont concernées avec une espérance de vie qui ne cesse de s'allonger et vous avez vu les enquêtes récentes qui viennent d'apparaître qui ont démontré que en France, on avait le record des centenaires en Europe. Cliché suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pathologies génito-urinaires? Diapo suivante. Eh bien, ce qui se passait avant, on parlait de sécheresse vaginale, d'atrophie vulvaire, ce n'était pas très élégant. Et en fait, ce qui a changé, c'est le mot. C'est-à-dire que les Américains, comme il n'y avait pas de choses nouvelles, ont associé le problème d'atrophie vaginale, le problème de douleur au rapport et de dyspareunie, et le problème d'associer ces lésions avec des pathologies qui surviennent de façon plus fréquente à la ménopause, qui sont l'incontinence d'urine et surtout les urgenturies. Et donc, à la ménopause, il y a des problèmes bien classiques et bien connus, des bouffées de chaleur, des sueurs froides, etc., qui sont connus et qui vont diminuer dans 85% à 90% des cas au bout de 5 à 6 ans. Ça, c'est vrai. Bien qu'il faille savoir que certaines femmes peuvent garder ces troubles 15 ans, 20 ans après la ménopause. Par contre, ceux dont on parle, qui sont les troubles génito-urinaires de la ménopause, eh bien, vous voyez sur les clichés que vous avez devant les yeux qu'au bout de 7 à 8 ans, plus de 85% des femmes sont concernées par ces problèmes. Donc, regardez ça, c'est les résultats au niveau populationnel en général. Et vous allez voir prochainement les résultats de notre étude, de votre étude, avec la population française que vous représentiez. Diapo suivante. Alors, les signes de ces troubles, diapo suivante, eh bien, ils sont connus et je vous les ai marqués ici pour... Non, non, diapo avant, s'il vous plaît. Une après l'autre, les diapos. Vous pouvez revenir en arrière? Merci. Non, juste, merci.
Les troubles concernent la sécheresse vaginale avec une sensation de gêne, parfois des leucorrhées avec des sensations de malodeur, et les femmes qui ont cette gêne n'osent pas en parler, même à leur médecin, et alors que très souvent, il suffit de rééquilibrer la flore vaginale. C'est tout bêtement un déséquilibre de la flore vaginale. Alors tout le monde parle de la flore et du microbiote digestif, mais pourquoi on ne parle pas du microbiote vaginal? Et ceci, lorsqu'il y a une atrophie qui existe, etc., peut s'accompagner de sensations de gêne lors des rapports, voire de brûlures. Et tout ceci se complique souvent de pathologies urinaires associées à type de fuite d'urine ou d'urgence mictionnelle avec des besoins d'uriner difficiles à contrôler, avec parfois des petites fuites. Et vous voyez, c'est une étude qui date quand même d'un certain temps aux États-Unis, et un pays où a priori les femmes sont susceptibles de pouvoir parler de leurs problèmes personnels, mais il n'y a que 25% des femmes qui osent en parler aux médecins. Donc, s'il y avait quelque chose qui pouvait changer après cette réunion, c'est la femme a le droit d'en parler, et vous me direz, normalement, le médecin devrait avoir l'obligation de lui poser la question. Mais bon, on en parlera dans les questions-réponses après. Et il faut savoir que très souvent, vous ne nous posez pas la question parce que vous avez le sentiment que dans 70% des cas, on ne va pas savoir répondre à votre questionnement. Alors ça, c'est quelque chose, deuxième notion qui doit complètement changer. C'est qu'aujourd'hui, on a des solutions pour toutes les femmes. Et le fait de dire j'ai eu un cancer n'est plus une excuse. Avec les nouvelles thérapeutiques qu'on va voir et qu'on va étudier, vous vous rendrez compte que toute femme peut bénéficier d'un traitement. Parfois, c'est peut-être un peu long, un peu compliqué pour trouver la solution, mais on va trouver une solution lui permettant d'obtenir une amélioration. Pour vous dire que nous, les médecins, nous ne sommes pas toujours très bien formés, eh bien, c'est que la FDA est la société américaine en gestion de la santé, c'est l'équivalent un petit peu de notre HAS, a mis en place un questionnaire pour que nous, les médecins, nous posions systématiquement cette question. On se doit de la poser aux femmes ménopausées, on se doit de la poser 2 fois plus aux femmes qui ont eu en plus des traitements pour des cancers. Alors, je ne vous ai pas mis d'image des lésions qui peuvent exister. Si vous le souhaitez, on pourra l'aborder parce qu'elles sont disponibles, mais ça peut être un petit peu agressif, et donc on va passer aux effets de ces pathologies génito-urinaires. Diapo suivante. Si vous pouvez faire passer la diapo suivante. Donc là, vous avez des enquêtes qui sont particulièrement intéressantes, et vous voyez que c'est quand même des enquêtes sur un nombre important, mais c'est fait dans des journaux de sexologie. Et donc ce petit trouble local de l'entrejambe qui s'accompagne d'une sécheresse, de douleur au rapport, voire de sensation d'irritation, ça impacte quoi? Ça impacte la sexualité, bien sûr, ça impacte les troubles du sommeil, ça impacte la qualité de vie et le trouble de l'humeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on n'ose pas parler de ces problèmes de façon claire et simple, eh bien, on donne à ces dames un traitement pour le sommeil, on donne ensuite un anxiolytique et on leur donne ensuite un antidépresseur, ce qui fait qu'elles ne parlent plus parce qu'elles sont assommées par les traitements. Et donc, on est dans cette médecine qui masque le problème sous un aspect de bienveillance. On a appliqué les recommandations, on soigne la douleur et on ne calme pas la cause. Et ça, c'est ce qui doit changer. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, une autre enquête sur laquelle je ne vais pas m'appesantir trop longtemps, mais vous voyez que sur une enquête 2018, 1000 femmes de plus de 50 ans, vous êtes 70% à dire qu'on n'ose pas en parler, 58% des femmes en France ne savaient pas qu'il existait des lubrifiants. C'est 2018, je ne sais pas si vous voyez. Et vous avez ensuite cette notion sur l'enquête qui avait été faite OpinionWay auprès de 100 gynécologues, on demandait à des gynécologues, eh bien, 4 sur 10 d'entre nous, nous n'en parlions pas. Cliché suivant. Regardez aussi cette enquête. Cliché suivant. Eh bien, j'aimerais que vous fassiez attention
dans le deuxième paragraphe à la première ligne. Ces troubles génito-urinaires, ils ont non seulement un impact sur le bien-être et sur la perception de son vécu et de sa qualité de vie, comme on vient de le voir. Mais également, et alors qu'on dit aux dames d'avoir une activité physique, sur leur mobilité. Pourquoi? Parce que quand on a des sensations de brûlure, de prurite dans l'entrejambe, eh bien, on ne se déplace de moins en moins. On arrête le vélo, on arrête le sport, on arrête la piscine, on arrête les activités physiques un peu prolongées. Et donc, elles ne nous diront jamais que c'est à cause de ça. Elles vont répondre que c'est parce que je suis fatiguée, etc. Et vous voyez que ce trouble qui est pourtant strictement local, qui se trouve entre le pubis et le coccyx, eh bien, il impacte aussi, c'est la quatrième ligne, l'estime de soi et l'image corporelle. Donc, ce petit trouble a de grandes répercussions et c'est ça qu'il faut essayer de prendre en compte. Diapo suivante. Diapo. Et je voudrais vous montrer cette étude sur les femmes qui ont eu un problème de cancer. Alors, on vous propose aux patientes d'avoir un traitement le meilleur possible dans le savoir actuel. Et le meilleur traitement, c'est bien sûr d'y associer des anti-aromatases. Mais ce qu'on ne savait pas avant, au début, eh bien, c'est que ces anti-aromatases augmentent la sécheresse vaginale et donc, du coup, accroissent les troubles sexuels et diminuent la libido. Et en plus, 50% des femmes ont un syndrome climatérique, à savoir des troubles à type de bouffée de chaleur, à qui on dit qu'on ne peut pas les traiter, alors qu'il y a peut-être pas les traitements hormonaux, mais des traitements d'accompagnement qui sont possibles. Donc, il faut se battre, et je l'avais appelé la conspiration du silence, parce que ceci est inadmissible. Et diapo suivante, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est prescrit? Eh bien, comme on fait de la bonne médecine sur les recommandations, mais on n'écoute pas les patientes, eh bien, comme elles sont le vague à l'âme, au lieu d'essayer de chercher la cause de leur problème, on va leur donner un antidépresseur, comme je vous le disais. Et les antidépresseurs, quels qu'ils soient, augmentent la sécheresse vaginale et donc réduisent les phénomènes à ce niveau-là d'envie et de sexualité possible. Donc, on est dans un cercle vicieux qui doit être rompu définitivement au XXIe siècle. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, notre étude, votre étude. D'abord, je voudrais vous dire combien nous avons été surpris par la qualité de votre organisation dans votre association. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons lancé le questionnaire, en moins de 4 semaines, on avait 1502 réponses. C'est exceptionnel. Ce qui veut dire que lorsqu'on donne la parole aux femmes, c'est ce que j'ai dit à certains co-rédacteurs sur l'article, eh bien, les réponses, on les a. Et on a eu 1157 dossiers parfaitement complétés chez des dames qui avaient eu un antécédent de cancer depuis plus de 4 ans avec une hormonothérapie. Alors, regardez, je vous ai mis les résultats globaux parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails. Regardez au passage les résultats. Les pathologies urinaires, 56%. Les symptômes gynécologiques, plus de 86% entre l'inconfort, la gêne, les brûlures, les pertes. Les symptômes sexuels, 86%. Donc, vous voyez qu'on est au-dessus des 85% comme vous avez proposé. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça rejoint la deuxième étude à laquelle on vous a proposé de participer, c'est que parmi les réponses que vous nous avez données, regardez ceci. Douleur articulaire, 74%. Fatigue, 68%. Troubles cognitifs, c'est-à-dire une difficulté à se concentrer, etc., 63%. Et regardez bien ceci, les troubles du sommeil, on est à 10% au-dessus de l'étude américaine, 56%, et ainsi que les douleurs musculaires, 53%. Alors après, quand on va dire aux personnes concernées, c'est dans la tête, bien sûr que c'est aussi dans la tête. Mais heureusement que la tête répond lorsqu'on a une douleur quelque part. On est corps et esprit. Et donc, il faut savoir y faire attention. Au passage, j'en profite pour vous dire que ce travail avait été fait
avec votre aide et le soutien financier de NeoMedLight, qui est un industriel, puisque pour faire des études en France, vous le savez comme moi, il faut quand même des budgets. Donc, diapo suivante, que peut-on dire aujourd'hui à partir de ce trouble, diapo suivante, de la sécheresse vaginale? Je vous ai résumé ici toutes les pathologies qui sont traitées sans avoir pris conscience que la cause initiale, c'est la sécheresse vaginale. Donc, on va traiter les infections vaginales, les infections urinaires, en les traitant avec des antibiotiques. C'est nécessaire au départ, mais surtout, il faut rééquilibrer la flore vaginale pour traiter non seulement le vagin, mais aussi la vessie. Retenez ceci comme information, c'est que lorsqu'on traite correctement le vagin, on réduit les risques d'infection urinaire, on réduit les risques d'urgence mictionnelle et de fuite d'urine. Donc, traiter le vagin permet de soigner la vessie. Et c'est un chirurgien qui vous le dit. J'ai eu beaucoup de mal il y a une dizaine d'années quand on a découvert ça, de se rendre compte que tant qu'on n'a pas équilibré la flore vaginale, eh bien, les chirurgies d'incontinence d'urine ne sont pas bonnes. Donc, première chose, il y a des traitements possibles et toutes les femmes peuvent bénéficier de ces types de traitements, on y reviendra. Et on peut également soigner l'aspect des douleurs vésicales, comme ce qu'on appelle les cystalgies. Diapo suivante. Alors, juste un petit rappel pour rappeler cette anatomie. Vous avez ici un schéma de la zone vulvo-vaginale. Vous avez sous les yeux les grandes et les petites lèvres qui sont écartées par la patiente. Au-dessus, vous avez le chapeau clitoridien. En dessous, vous descendez sur la zone médiane de l'image. Je ne sais pas si je peux vous le présenter, mais ce n'est pas moi qui ai la mère. Vous avez, je ne sais pas si ça se voit, vous avez le méa urinaire et vous avez cette zone qu'on appelle la zone vestibulaire. Et cette zone vestibulaire peut être hyper douloureuse alors même que le vagin n'est pas douloureux lui-même, mais comme le vestibule est à l'entrée du vagin, eh bien, c'est toute cette zone qui fait mal. Et si on n'explique pas à la dame son anatomie, eh bien, premièrement, elle ne peut pas bien vivre les rapports avec une pénétration vaginale, et l'homme, souvent, reste en situation un peu difficile parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, première notion, la lésion vestibulaire. Deuxième notion, cliché suivant, eh bien, cliché suivant, eh bien, il y a des modifications anatomiques. Chez les femmes à 20 ans, si vous regardez la vulve ici, vous avez le méa urinaire qui est à l'entrée. Et à 50 ans, le méa urinaire, il est 1,5 cm en arrière en profondeur. Ce qui veut dire que quelle que soit l'hygiène ou la façon dont la dame fait attention à elle-même, après la miction, il peut rester une goutte d'urine. Et si en plus le microbiote vaginal ou la muqueuse vaginale sont altérés, eh bien c'est un lieu de facilitation pour des infections urinaires, des malodeurs vaginales, etc. Et surtout, il ne faut pas demander aux patientes d'avoir 3 toilettes ou 4 toilettes par jour parce que ce serait pire, parce que comme vous l'avez vu sur les diapositives précédentes, eh bien, un lavage trop intensif va détruire le film hydrolipidique de protection comme celui qu'on a sur la peau, et donc ça va aggraver le risque d'infection. Donc, cliché suivant, il faut savoir que tous nos organes sont hormonodépendants. Les femmes, pour simplifier un petit peu, sont des éponges à estrogène et nous, les hommes, nous sommes des éponges à testostérone. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'urètre, la vessie sont dépendants de l'apport estrogénique. Alors vous allez me dire, comment on peut faire quand on ne peut pas apporter d'estrogène? On va y revenir. Et les autres éléments, comme les muscles également, ce qui peut aussi expliquer les douleurs, parce que les articulations chez les femmes sont dépendantes aussi des estrogènes. Cliché suivant. Cliché suivant. Ce qui veut dire que pour traiter la trophicité et la sécheresse vaginale,
au niveau de la muqueuse, il faut traiter à la fois avec une application d'une crème locale, mais pour que cette crème soit efficace, il faut revasculariser les tissus, et ça, c'est la place d'une rééducation pelvipérinéale. Et troisième chose qui apparaît aujourd'hui et qui n'existait pas il y a 7 à 8 ans, c'est de rééquilibrer le microbiote vaginal. Donc, il faut utiliser les crèmes, et c'est pour ça qu'avant, elles étaient peu efficaces, 15-20%, parce qu'on n'associait pas une revascularisation par la rééducation, et surtout, on ne traitait pas le microbiote. Cliché suivant. Cliché suivant. Donc, alors, on va passer cette diapositive, passer. Voilà, et donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, si vous voulez, le SGUM, le syndrome génito-urinaire, eh bien, il comprend ces 3 indications des traitements, et on va en parler. Donc, les problèmes d'incontinence d'urine, d'infection urinaire et les douleurs au rapport. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir associé des problèmes urinaires et anaux. Et ça, sans stresser les patientes, il faut leur dire que ça peut être traité. Mais vous voyez que dans près de 25% des cas, grosso modo, s'il y a une incontinence d'urine, il y a des problèmes anaux qui risquent d'apparaître et vice-versa. Cliché suivant. Alors les traitements. Premier traitement, il y a le traitement classique, le traitement hormonal de la ménopause, en respectant les contre-indications, mais le traitement hormonal de la ménopause à la française ou à l'européenne. Et vous savez que tout ce qui a été dit en 2002, ou en tout cas je vous le dis, eh bien les Américains sont revenus complètement parce que leur étude était une étude quelque part biaisée, puisqu'ils utilisaient des produits qui n'étaient pas du tout ce que nous utilisons en Europe. Deuxième produit un peu particulier que je vous ai mis là parce qu'il n'est pas en vente en France, mais certaines personnes qui habitent à proximité de la Suisse peuvent avoir ce traitement proposé, qui est l'ospémifène, qui est un des rares traitements par voie orale qui pourrait avoir un effet au niveau local, génito-urinaire, parce qu'il faut savoir que dans 25% des cas, le traitement hormonal par voie générale n'a pas d'effet localement. Et il faut savoir que la femme, c'est un tout, comme les hommes, c'est à prendre en charge dans la globalité, et qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des troubles de la thyroïde dans cette période de la vie, un déficit en vitamine D, une consommation de tabac qui peut être un peu trop abondante, et il faut savoir qu'au-delà de 10 à 15 de 10 cigarettes par jour, eh bien, les troubles trophiques sont difficiles à traiter, et donc, sans être un anti-tabac forcené, je dis souvent qu'il vaut mieux une dame qui a 5 cigarettes par jour et qui est sympathique que quelqu'un qui ne fume pas et qui a plutôt tendance à agresser tous les autres. Donc, il faut trouver une solution équilibrée. Cliché suivant. Cliché suivant. Donc, vous avez ici la liste des thérapeutiques qu'on peut avoir, et vous voyez qu'on a des solutions. On peut maintenant améliorer la trophicité de la muqueuse, et vous voyez que dans le traitement de la muqueuse, il n'y a pas que les estrogènes. Il y a l'acide hyaluronique et les topiques. Et c'est ça qui a changé depuis 10 ans. Et donc, on n'a plus le droit de dire qu'une femme ne peut pas avoir un traitement. On va avoir peut-être quelques difficultés pour trouver la bonne thérapeutique pour la personne concernée, mais on doit trouver une solution. Deuxième solution, le traitement de la flore, ça n'existait pas non plus. Et troisièmement, favoriser la vascularisation. Et on a ensuite, au-delà, des traitements spécifiques tout à fait nouveaux avec les nouveaux appareils tels que la photobiomodulation ou LED, c'est le PBM ou LED, l'utilisation des lasers, je ne vous parlerai pas du champ électromagnétique, et les radiofréquences. Mais là encore, la patiente, c'est un tout. Il faut la prendre dans sa globalité, parce qu'il y a tout ce qu'on a dit sur l'image corporelle, l'image de la féminité, et donc des traitements et la douleur, et donc les traitements globaux doivent être associés à ces traitements locaux, tels que l'acupuncture, l'hypnose, le MDR, un bilan général. Et comme je dis aux patientes, on va essayer, nous, de vous aider sur le traitement local, mais la perception que vous avez de votre image, ce travail-là sur le disque dur qui est en haut, c'est vous qui allez le faire, et on a besoin de votre aide parce que c'est une cothérapie qu'on va conduire, et petit à petit, c'est vous qui choisirez les produits qui vous paraissent les plus pertinents pour votre confort personnel. Cliché suivant.
Cliché suivant. Donc, on a deux traitements, et vous allez voir, on va y revenir, les estrogènes locaux et les lactobacilles, et le troisième qui est les traitements physiques. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, de façon résumée un petit peu, eh bien, vous voyez que les traitements avec ces estrogènes locaux sont efficaces sur l'urgenturie. Sur l'urgenturie, vous voyez que c'est confirmé par des études de référence, avec près de 70% d'amélioration. Les infections urinaires, on a une diminution par 10 des infections urinaires chez les patients traités. Cliché suivant. On va accélérer un peu. Cliché suivant. Petite information importante, vous voyez ici qu'il n'y a pas de raison d'arrêter le traitement local tant que la patiente en a besoin. Et la patiente, tant qu'elle est debout, en bonne forme, peut être traitée. Comme je leur dis souvent, vous vous brossez les dents tous les jours, il faut soigner son périnée comme sa figure. On est au 21e siècle. Au 19e siècle, comme on ne se soignait pas, on était édenté à 60 ans. Donc aujourd'hui, tout doit changer à ce niveau-là. Cliché suivant. Et vous avez ici, cliché suivant, l'étude américaine qui avait dit qu'il y avait un risque avec les traitements hormonaux. Vous voyez, c'est 45 000 femmes avec le traitement local, pas d'augmentation de risque sur le cancer du sein, de l'endomètre et le colorectal. Donc, c'est une information importante à transférer aux patientes. Cliché suivant. Et il faut savoir que le traitement par voie générale n'est pas efficace pour 25% des femmes. Cliché suivant. Cliché suivant, les autres traitements. Alors, il y a une diapositive qui a dû sauter. Voilà, c'est celle-là. Et donc, on a des estrogènes, mais comme vous voyez, on a l'utilisation des lactobacilles et l'association des deux est beaucoup plus efficace et permet d'améliorer les conditions de rééducation. Donc, on a des traitements pour toutes les patientes. Cliché suivant. Et en synthèse, cliché suivant. Eh bien, vous voyez qu'on a ce que j'ai appelé une trithérapie, c'est une façon un petit peu de prendre le contre-pied des autres traitements. Eh bien, vous voyez les topiques avec l'acide hyaluronique, l'écosystème vaginal avec des lactobacilles qui ne supportent pas de contre-indication, peut-être de l'estriol, peut-être des androgènes avec la DHEA et la rééducation pelvipérinéale. Et on a maintenant même des thérapies multimodales avec des crèmes percutanées qui peuvent apporter les lactobacilles parce que certaines patientes, après des irradiations périnéales, ne peuvent même pas supporter le contact au niveau du périnée, tellement c'est douloureux, c'est ce qu'on appelle des allodinies. Et donc, la crème locale appliquée peut être supportée. Cliché suivant, quels sont les nouveaux traitements avec les traitements physiques? Eh bien, il y a la rééducation, on en a parlé, mais on a aussi, cliché suivant, des techniques de rééducation. Cliché, ça, c'est la rééducation avec l'électrostimulation. Cliché suivant. Cliché suivant. On peut avoir des techniques que j'ai appelées non invasives. Et vous voyez qu'on peut faire travailler la sangle des releveurs sans aucun contact sur le périnée. Pour des patientes qui ont une sécheresse vaginale et donc des douleurs au contact, ces techniques-là sont validées pour montrer qu'on peut faire travailler la sangle des releveurs sans aucun contact. Donc, c'est toujours possible de le proposer aux patientes. Cliché suivant. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors voilà ici toutes les techniques pour essayer d'apporter une amélioration sur les muqueuses. Vous avez les LED, l'acide hyaluronique, les lasers, les radiofréquences et des techniques comme le caress flow qui est de l'oxygène injecté au contact de la muqueuse. Cliché suivant. On va parler que des principales. Alors l'acide hyaluronique qui est à la fois lubrifiant, hydratant et cicatrisant. Et les autres techniques. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, vous avez ici ce tableau qui montre sur la ligne du haut, vous avez les crèmes en application et vous voyez qu'il faut 2 à 3 mois pour obtenir un très bon résultat et qu'on a une amélioration dans 86% des cas. Et sur la ligne du bas, c'est une injection faite directement dans la muqueuse vaginale. On a les mêmes résultats avec une efficacité sur 6 mois et qui est beaucoup plus rapide, mais qui, au bout de 6 à 7 mois, va disparaître également s'il n'y a pas un traitement d'entretien. Cliché suivant. Donc ici, les techniques avec les lubrifiants, les hydratants, l'acide hyaluronique. Donc il faut chercher le produit qui peut convenir à la femme concernée. Cliché suivant.
Cliché suivant. Donc, regardez ceci qui est important, c'est que vous voyez qu'entre des traitements à l'estradiol ou à l'acide hyaluronique, on a des résultats presque équivalents. Donc ça, c'est très important à savoir, parce qu'on disait avant que ça n'avait pas d'intérêt s'il n'y avait pas d'estrogène. Cliché suivant. Cliché suivant. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, les lasers. Donc, les lasers, il y a deux types de lasers. Alors, méfiez-vous parce que vous allez entendre parler de... Tout le monde parle des lasers. Alors, il y a les lasers chauds qu'on appelle comme ça, qui sont les lasers erbium-YAG ou les lasers CO2. Et vous avez des lasers froids. Et certaines photobiomodulations utilisent des lasers froids, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, les lasers, eh bien, sont efficaces. Cliché suivant. Chaque technique, cliché suivant. Eh bien, vous voyez les résultats. Je vous ai mis les études. Les premières études, on est à 85% d'amélioration en termes de sécheresse vaginale sur l'atrophicité, cliché suivant. Le problème, c'est que certaines équipes ont voulu faire mieux que les autres, etc. Et donc, en 2018, la FDA a déconseillé les lasers et les radiofréquences en disant qu'il fallait que ce soit utilisé par des équipes entraînées, avec des gens formés, parce qu'à vouloir utiliser des courants trop puissants, on pouvait avoir des brûlures. Cliché suivant. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, quand même, il faut rappeler, et cette étude est... Non, en arrière, s'il vous plaît. Voilà, merci. Que les lasers sont quand même très utiles et peuvent être proposés chez des patientes qui ont des sécheresses vaginales après des chimiothérapies. Et vous voyez ici, vous avez une petite étude parce qu'il n'y a que 26 patientes, mais vous voyez qu'on retrouve les mêmes améliorations qu'on avait eues avec l'acide hyaluronique chez des patientes qui avaient eu un cancer hormonodépendant et pour lesquelles on leur avait dit qu'il n'y avait pas de solution thérapeutique, ce qui est faux, je vous le répète, mais vous voyez que là aussi, on a une solution de plus avec les lasers. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, il y a une étude, vous avez dû entendre parler parce que les journaux en ont beaucoup fait du bruit autour, c'est qu'il y a une étude qui a étudié à 1 an d'intervalle. Or, on sait que l'efficacité des lasers ne dépasse pas en moyenne 8 à 10 mois. Et donc, faire une étude à 1 an d'intervalle pour dire que ça n'a pas changé, ben je dirais que c'était ce qui était attendu. Donc, c'est une étude qui est plutôt faite anti-laser. Je ne suis pas un pro-laser à 100%, mais il faut garder un petit peu de recul. Et voilà, pour que vous ne pensiez pas que je n'ai pas vu les études contradictoires avec ce que je viens de vous dire. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, en conclusion, vous voyez que la restauration génitale par le laser est très utile, et ça, c'était une méta-analyse. Mais en première intention, il faut commencer soit par les estrogènes locaux, soit par l'acide hyaluronique, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cliché suivant. Et donc, en conclusion, c'est les recommandations du traitement physique qui avait été proposé dans la revue pour le traitement de la ménopause par le GEMVI, c'est que ces traitements tels que le laser ou les radiofréquences doivent être utilisés en deuxième intention, voire même après une préparation par de l'acide hyaluronique avant de faire le laser. Cliché suivant. Cliché suivant. Donc la radiofréquence, je vous en ai parlé. Cliché suivant. Cliché suivant. La photobiomodulation, qui est une technique assez originale que j'ai découverte maintenant depuis une dizaine d'années. Vous avez plusieurs appareils, vous les avez sur le tableau avec le Milta, le TriWing, le NeoMedLight, etc., l'ATP. Et donc nous, on utilise le Milta qui a la particularité d'avoir 3 mécanismes d'action, de la photobiomodulation, un laser froid pour faire des envois de rayonnement pulsé et troisièmement, un champ magnétique. Mais il faut savoir que toutes les photobiomodulations sont efficaces. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, les femmes, vous voyez, c'est tous ces troubles d'atrophie. Cliché suivant. Cliché suivant. Donc, quels sont les résultats qu'on a? Donc, on a fait un registre sur une centaine de patientes et vous avez vu les résultats précédents. C'est donc des patientes qui étaient en échec des autres traitements locaux.
Et vous voyez globalement que sur l'ensemble de 84 patientes qui avaient répondu, on a près de 80% d'amélioration. Et le PGI, qui est un test un peu particulier, eh bien ce PGI, vous voyez, donner 85% d'amélioration, c'est l'expression par la patiente de son amélioration perçue par elle au niveau du traitement qu'on lui a proposé. C'est ça qui me paraît le plus important, parce que la plupart des grilles qui sont faites avec des outils où on n'analyse que la pénétration vaginale, ce qui n'est certainement pas l'essentiel au départ quand quelqu'un a des douleurs depuis 10 ans. Cliché suivant. L'important étant pour la patiente de retrouver sa mobilité, sa possibilité de faire du sport, du vélo, de pouvoir prendre un bain, une douche sans être problème. Et donc vous voyez que la photobiomodulation a la particularité de ne pas avoir d'effets secondaires. On fait 1500 séances par an depuis plus de 7 ans. Il n'y a pas d'effet secondaire, parfois une intolérance, mais il n'y a pas de brûlures. Et aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est qu'on peut faire des associations, traitements locaux, LED, acide hyaluronique, etc. Et on a même mis des appareils en location. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, juste un mot sur une étude de 28 patientes qu'on avait eues, qui avaient eu un cancer du sein. Vous voyez là aussi, chez des patientes qui étaient en échec des autres traitements, l'utilisation de la photobiomodulation. Dans notre analyse, on avait 70% pour nous d'amélioration. Pour les patientes, elles étaient à 80% de bien-être et d'acquisition de meilleures situations. Cliché suivant. Cliché suivant. Alors, une étude qui a été faite avec l'acide hyaluronique, parce qu'on peut injecter de l'acide hyaluronique comme on fait pour refaire les lèvres. Cliché suivant. Je ne retiendrai qu'une diapositive, c'est-à-dire qu'on a des résultats excellents là aussi, en complément des traitements par photobiomodulation ou par acide hyaluronique. Cliché suivant. Peu importe le mécanisme. Et donc, vous voyez qu'on peut retrouver, vous regardez la phase 1, on peut trouver des topiques, refaire la flore et la rééducation, et ensuite passer vers des produits avec soit des hormones, soit des lasers ou des LED. Cliché suivant. Donc, il faut aller vers la protection de la muqueuse vulvo-vaginale, comme on fait pour la protection de la fertilité. Cliché suivant. Et c'est un message, puisqu'on a mis en place, en tout cas sur le sud de France, et ça se développe partout ailleurs, le fait qu'il y a d'une part une consultation pré-cancérologie et qu'il faut changer notre façon de penser pour arriver à quelque chose de personnalisé et d'adapté à chaque patiente. Et l'erreur que j'ai commise au début, quand on a mis ces consultations il y a 7 ans ou 8 ans, c'était de dire allez voir votre médecin, mais le problème c'est que les médecins, nous avons été formés à soigner lorsqu'il y a une lésion. Et les gens leur disaient, attendez qu'il a lésion. Or, c'est ça qui doit changer, c'est de la prévention. Et si on fait un traitement préventif des troubles de la muqueuse, on a de bons résultats. Cliché suivant. Et ceci a été mis en place, cliché suivant, pour les problèmes ORL de la muqueuse buccale. Et la muqueuse buccale et vaginale, c'est pareil. Donc, il faut changer nos attitudes. Et il ne suffit pas d'être à l'écoute, comme je le disais avant. Il faut poser des questions. Cliché suivant. Cliché suivant. Voilà, et gardez en tête que le traitement systémique, c'est-à-dire par voie générale, ne soulage pas les signes locaux au niveau des troubles pelvipérinéaux. Cliché suivant. Il faut donc changer, cliché suivant, changer nos façons de travailler en utilisant des protocoles progressifs et les techniques validées en première intention et une prise en charge globale. La patiente, c'est un tout. C'est la globalité et toute sa personnalité qui doit être prise en compte et les protocoles doivent être partagés avec elle et évalués avec les patientes. Cliché suivant. Cliché suivant. Et donc, c'est pour ça que je souligne et je me bats pour qu'on mette en place des consultations en périménopause parce que les troubles que je vous ai évoqués de ménopause apparaissent parfois 10, 12 ans avant la ménopause proprement dite, et il faut les traiter. Et en pré-thérapeutique avant tout traitement cancérologique, et actuellement dans l'Institut de cancérologie qui fait les greffes de moelle à Marseille, on a mis une consultation avec un traitement local qui évite les fusions au niveau des parois vaginales chez des femmes qui ont des greffes de moelle. Donc il faut bien savoir que toute chimiothérapie
pas simplement les cancers gynécologiques, peuvent impacter tout ce que je viens de vous dire. Et donc, il faut les traiter en amont, il faut traiter cette spécificité féminine. Et on commence à avoir des résultats où depuis 1 an que ce traitement est mis en place systématiquement avec de l'acide hyaluronique, on n'a plus eu de ce qu'on appelle des synéchies, c'est-à-dire des fermetures quasiment du vagin chez des femmes de moins de 40 ans. Cliché suivant, je pense qu'on va s'arrêter là pour avoir le temps de discuter. Alors, à défaut de tout ce que je viens de vous proposer comme traitement, on peut chacun acheter un ordinateur et comme ça, plus personne ne se parle et c'est peut-être pas la vraie solution médicale. Je vous souhaite de bien participer et puis merci encore surtout pour votre motivation, votre investissement et votre participation à l'étude parce que on va essayer de publier ces résultats parce qu'ils sont trop importants pour qu'on puisse obtenir une amélioration dans la prise en charge de la santé de la femme, alors qu'aucune de ces thérapeutiques ne sont prises en charge. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vois que les sentinelles ont apprécié parce qu'il y a plein de pouces levés. Alors, il y a pas mal de questions, donc on va essayer de répondre à un maximum de questions. Donc, d'ores et déjà, désolé si on ne peut pas aborder toutes les questions qui sont posées. Donc, professeur, si vous pouvez essayer de répondre de manière assez courte. Alors, peut-être quelques précisions sur la présentation. Vous avez souvent évoqué les topiques. Et donc, il y a une centième qui me demande est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par topique, traitement de topique. Alors, les topiques, c'est toutes les crèmes qui sont utilisées, des huiles d'onagre, des huiles de bourrache qui sont utilisées par des patientes, des huiles de coco. Donc, si vous voulez, il y a des patientes qui ont trouvé des solutions. Moi, au début, il y a 25 ans, en tant que chirurgien, c'était pas ma formation. Et c'est souvent des patientes qui avaient des problèmes et je leur demandais comment vous avez fait et c'est elles qui me donnaient ces solutions. Donc, dans les topiques, j'inclus tout ce qui est produit hydratant, tout ce qui est acide hyaluronique, donc toutes les crèmes qui permettent de retrouver un confort local, pour être bref. D'accord, très bien. Alors, dans les traitements aussi, donc vous avez évoqué des oestrogènes. Il y a un certain nombre de sentinelles qui se posent la question sur la compatibilité avec des traitements œstrogènes et après un cancer du sein. Alors, comme on dit, merci pour la question, parce que je ne pouvais pas tout développer. Alors, premièrement, c'est que vous avez 2 concepts d'oncologues. Il y a les oncologues anti-tout, puis il y a les oncologues, je dirais, du 21e siècle qui ont compris qu'on peut traiter une fois que c'est équilibré. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que lorsqu'il y a une atrophie, c'est-à-dire la muqueuse a perdu de son épaisseur, bien à ce moment-là, si on met des estrogènes, ça passe dans le sang. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire avant des traitements avec des topiques, de l'acide hyaluronique, voire des LED. La muqueuse reprend son épaisseur et quand la muqueuse a repris son épaisseur, on fait une application d'un petit pois chiche de crème estrogénique à type d'estriol et pas d'estrogène, d'estriol, en application locale sous l'urètre 3 fois par semaine et ça complète de façon assez extraordinaire les résultats et ça ne passe plus dans le sang. Alors après, il faut être à l'écoute des femmes. Si la femme vous dit j'ai mal au sein ou je suis inquiète, on peut trouver d'autres solutions. Comme je vous l'ai dit, l'association acide hyaluronique, rééducation, LED et, si vous voulez, microbiote vaginal à traiter donnent d'aussi bons résultats. Très bien. Alors ensuite, un certain nombre de questions, de témoignages plus globalement sur l'accès à ces traitements. Est-ce que certains demandent une ordonnance ou non et est-ce qu'ils sont tous remboursés? Alors, si vous pouvez m'aider, je suis preneur de votre soutien parce qu'on en a parlé avec Guillemette plusieurs fois. Ça fait 10 ans que je me bats pour obtenir un remboursement. Donc, à l'hôpital de Nîmes et dans certains hôpitaux, c'est pris dans les frais de l'hôpital, c'est-à-dire que c'est pris comme une consultation standard. Pourquoi? Parce que j'avais obtenu, grâce à des industriels, des subventions et on avait acheté les appareils par des dons. Donc, les patientes sont prises en charge parce que c'est un biais. Et on a obtenu, parce qu'on a essayé différents articles avec les caisses d'assurance maladie, etc. Et j'ai rencontré le directeur de 2 grosses mutuelles récemment pour essayer de contourner la caisse nationale qui ne veut pas se décider pour obtenir un remboursement. Pour être précis et court, il n'y a plus qu'un produit
il y en a 2 qui sont remboursés, c'est le Trophigil et la colpotrophine, qui sont avec des bases d'estrogène. Aucun acide hyaluronique n'est remboursé, aucun topique n'est remboursé, aucun lactobacille ou microbiote. Alors, les lactobacilles, c'est pour refaire le microbiote, pardon, parce que parfois on parle indifféremment, excusez-moi. Donc, c'est jamais remboursé. Et alors, vous allez entendre des discours complètement disparates, parce que l'Europe est formée de vieux qui ont peur de leur ombre. Alors, je peux parler des vieux, hein, parce que j'ai quelques cheveux blancs. Donc, si vous voulez, on vient de mettre en place en 2022 une loi interdisant de mettre tout organe vivant dans le vagin. J'espère qu'on n'interdira pas tout organe vivant, parce que sans quoi ça peut poser des problèmes multiples et variés. Mais si vous voulez, donc les lactobacilles, qui sont des organismes vivants, risquent de disparaître du marché. Par contre, comme les industriels depuis 2 ans sont au courant, vous allez avoir des propositions non plus de probiotiques, mais de postbiotiques ou de prébiotiques. Donc, ça reviendra au même un petit peu en termes de traitement, mais il faudra que votre médecin soit au courant. Et deuxièmement, si ceci n'était pas suffisant, parce qu'il y a des dames qui ont tellement de douleurs au niveau local que mettre un ovule, c'est douloureux au début. Et donc, on peut donner des traitements par voie orale qui sont aussi efficaces simplement pour que la colonisation du vagin se fasse. Il faut une dizaine de jours de traitement, donc c'est beaucoup plus long pour avoir une réponse. Mais on a aussi des crèmes locales qu'on peut appliquer, comme vous passeriez une crème post-application sur la peau, sur le visage, et qui donnent de très bonnes recolonisations du microbiote vaginal. D'accord. Alors, avant d'aborder certaines des problématiques plus spécifiques, une dernière question assez générale. Certaines personnes me demandent voilà, des conseils pour trouver des médecins. Donc déjà, quel spécialiste aller consulter? Est-ce qu'il faut en parler avec son médecin généraliste, son oncologue? Et est-ce qu'il y a des références pour identifier des praticiens qui peuvent aider à prendre en charge ces questions-là? J'allais dire, je pense qu'il y a de plus... Alors, soyons honnêtes, depuis 4 ans ou 5 ans, ces sujets sont abordés de plus en plus fréquemment. J'ai été sollicité pour le présenter au congrès national qui a eu lieu à Lyon l'année dernière en cancérologie. Donc, c'est quelque chose qui passe et qui se développe à travers le concept des soins de support. Donc, il vous faut essayer de vous renseigner. Moi, je ne vais pas vous faire... je travaille à Nîmes et à l'hôpital Foch à Paris, mais dans presque toutes les villes maintenant, vous avez des groupes de gynécologues, des groupes de médecins généralistes qui se sensibilisent à ce problème-là. Donc, posez-leur. Mais je pense qu'en fait, soyons honnêtes, hein, on apprend tous les uns des autres. Osez leur poser la question en leur disant, écoutez, j'ai assisté à telle réunion, est-ce que vous pourriez me proposer un traitement parce que je suis embêté, parce que quand je fais du vélo, j'ai des sensations de brûlure après, ou quand j'ai un rapport, j'ai des brûlures pendant 12 heures après, et voilà, ça devient désagréable, ce qui est logique. Et est-ce qu'on a des traitements? Et vous allez voir que vous allez nous aider à devenir meilleurs. C'est un message positif. Alors, sur certaines questions plus spécifiques, donc sur les infections urinaires. Voilà. Donc, par exemple, certaines nous demandent, ça fait 8 mois qu'elle est sous hormonothérapie et elle fait des infections urinaires à répétition. Donc, quelle est l'origine, pourquoi il y a plus d'infections urinaires? Écoutez, je m'étais noté sur mon bout de papier, je vais leur parler d'infections urinaires. Donc, parfait, merci. Ça rejoint tout ce que je vous ai raconté. Quand on a un traitement par chimiothérapie, par anti-hormones, eh bien, on aggrave la sécheresse vaginale, on aggrave la dégradation de la muqueuse vaginale. Et alors, pour des raisons embryologiques, peu importe, la muqueuse vaginale et la muqueuse vésicale sont très proches. Et donc, quand on soigne la muqueuse vaginale, on va améliorer le fonctionnement de la vessie. Et donc, si vous faites des infections répétées, c'est tout bêtement parce que votre flore vaginale ne protège plus votre vessie. On sait que maintenant, il y a si vous voulez, des connexions entre la muqueuse vaginale et la muqueuse vésicale. Et donc, il faut traiter avec de l'acide hyaluronique, refaire le microbiote avec des produits à base de probiotiques, que ce soit du Phytophilus, du Physioflore, celui que vous voulez, etc.
Et au besoin, on peut proposer des traitements par LED qui ne sont pas validés, mais qui donnent de très bons résultats avec une amélioration à ce niveau-là. Et par contre, alors je vais vous dire que les recommandations qui sont faites en France ne sont pas les bonnes, parce que très souvent, on va vous dire qu'il faut faire une antibiothérapie toutes les semaines. C'est la meilleure façon que ça ne s'arrête jamais. Donc il faut faire une antibiothérapie quand on a une infection pour éradiquer le germe, ce qui est normal. Mais dès qu'on a fait l'antibiothérapie, il faut mettre en place les traitements dont je vous parle pour refaire le microbiote et stimuler l'immunité naturelle et personnelle. Et il y a des patientes qui, lorsqu'elles sentent un peu la sécheresse apparaître, une malodeur qui apparaît, elles font ce traitement où elles augmentent leur séquence thérapeutique. Au lieu de le faire un jour sur deux, elles le font tous les jours et on évite l'infection urinaire. Bon, très bien. Donc ça répond à certains des témoignages à certaines personnes qui me disent qu'en effet, elles sont très souvent sous traitement antibiotique, avec des ovules de colpotrophine, pas beaucoup d'amélioration, ou certaines personnes qui prennent des compléments alimentaires ou du oui, ça c'est bien aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est alors des traitements. Les compléments alimentaires, vous pouvez bien sûr les essayer, il n'y a rien. Mais par contre, les traitements locaux, trop souvent les gens ont peur. C'est-à-dire que si vous le faites 2 fois par semaine, ça ne sert à rien. Ça avait été publié il y a 25 ans, ça. Donc si vous faites un traitement, il y a des patientes, il faut qu'elles mettent un ovule tous les jours. Il y en a d'autres, c'est un jour sur 2. Mais si vous le faites moins de 3 fois par semaine, ça ne sert à rien. Qu'à vous embêter. Alors, on va aborder un autre sujet, donc c'est le sujet des sécheresses vaginales. Donc, par exemple, la rééducation périnéale avec des dilatateurs est-elle équivalente à la kiné pour la revascularisation? Alors, l'utilisation de dilatateurs n'a pas du tout la même fonction, sauf si on essaie de s'en servir en apprenant à la patiente à contracter sur le dilatateur. Donc les dilatateurs ont une fonction de distension, mais non pas une fonction d'éducation. Or, la rééducation pelvipérinéale, c'est une éducation, et normalement, c'est votre gynécologue qui devrait vous l'expliquer au départ, apprendre à se servir de sa sangle des releveurs de façon systématique pour fermer le vagin avant de se lever d'une chaise, d'un fauteuil de voiture, avant de s'asseoir sur une chaise, sur un fauteuil de voiture, avant de faire un match au tennis. Il faut avoir fermé le vagin. Et ça, on peut l'expliquer aux petites filles sans aucun examen gynéco dès l'âge de 10 ans. À 10 ans, les garçons, ils se regardent leur truc. Les petites filles, elles mettent la main sur le périnée à travers la culotte, le maillot de bain. Et vous leur dites de serrer l'anus et elles sentent que ça monte. Et quand ça monte, ça ferme le vagin. Voilà. Et il faut simplement tenir le temps de se relever parce que c'est à ce moment-là où tous les organes peuvent plomber vers la sangle pelvipérinéale et rendre un risque de descente d'organes, de fuite d'urine, etc. Et au passage, le fait d'apprendre à serrer l'anus, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, c'est un réflexe médulaire, donc ça n'a rien à voir. Bien, quand on est pressé pour aller uriner, on serre tous devant, ça ne sert à rien. Il faut serrer l'anus et compter jusqu'à 10. À 10, alors vous n'allez pas tenir, on ne va pas tenir 24 heures, hein, mais ça vous donne 10 minutes de plus cool pour aller à l'endroit nécessaire. D'accord. Toujours sur ce sujet, est-ce que vous pourriez parler des varices vulvaires et pelviennes? Alors, les varices vulvaires et pelviennes. Alors, les varices vulvaires, c'est quelque chose qui est le plus souvent, alors je ne sais pas si la question est un peu plus précisée, les varices vulvaires apparaissent le plus souvent pendant les grossesses. En règle générale, la règle d'or, c'est de ne rien faire. Pourquoi? Parce que normalement, l'accouchement peut se passer sans problème. Deuxièmement, elles vont diminuer après l'accouchement. Et troisièmement, après, il peut rester des séquelles esthétiques qui peuvent poser une question, alors là où une prise en charge peut être discutée. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est un premier tableau. Le deuxième tableau, qui sont les varices pelviennes. Alors, les varices pelviennes, c'est quelque chose qui a été connu et exploré depuis longtemps, puisque je suis un élève de l'école de Montpellier, et c'était un des dadas de cette école. Eh bien, ces varices pelviennes s'accompagnent souvent d'une signe de pesanteur, de gêne, parfois de chaleur au niveau pelvien. On dit ça, c'est psy, c'est pas psy, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on peut très bien le visualiser avec 2 techniques d'examen. Un qui est le Doppler,
avec une sonde intravaginale qui permet de le voir sans traumatisme. 2, avec des IRM, avec des gens qui savent faire ces IRM avec un temps vasculaire. Alors, des varices pelviennes, si elles ne sont pas douloureuses, si elles ne sont pas trop gênantes, la seule chose à faire, c'est de ne rien faire. Lorsqu'elles sont douloureuses, on a maintenant différentes techniques qui sont les embolisations. Mais il faut savoir que parfois, certaines patientes qui ont eu des problèmes de varices pelviennes avec des utérus fibromateux, et moi le premier, puisque je suis quand même chirurgien de formation, eh bien, à l'époque, il y a 30 ans, on opérait, quand on enlevait l'utérus, on enlevait en fait le paquet des varices pelviennes et on les fermait les unes par rapport aux autres. Et donc, on le traitait sans le savoir. D'accord. Alors, pour avancer un petit peu sur les sujets, donc sur l'incontinence, donc une personne témoigne, son gynécologue lui a prescrit du Toviaz. Est-ce vraiment efficace pour les incontinences d'urgence? J'ai eu l'impression que ça ne fonctionne pas et que cela augmente ma fatigue. Elle a raison. Et alors, si vous voulez, le Toviaz, c'est la prescription classique. Alors, je ne voulais pas développer ça parce que ça m'aurait allongé, comme on avait dit, qu'on voulait garder un temps suffisant de discussion. J'ai passé la diapositive rapidement. Peu importe. Alors, merci pour la question. Alors, il y a 15 ans, le traitement de l'urgenturie, c'était les anticholinergiques, comme on vous a prescrit. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le premier traitement, c'est l'estrogénothérapie locale. Si l'estrogénothérapie est contre-indiquée, on peut faire les traitements qu'on vient d'évoquer avec de la rééducation. Si ça ne suffit pas, on peut à ce moment-là rajouter les anticholinergiques. Mais il faut savoir que l'association rééducation, traitement du microbiote vaginal et de la trophicité est équivalent à l'usage des anticholinergiques sans les effets secondaires des anticholinergiques qui ont des impacts sur la sécheresse buccale et donc sur la sécheresse vaginale. Donc, ils majorent ces symptômes. Donc, le Toviaz, c'est un très bon produit, mais aujourd'hui, ce n'est plus la thérapeutique de première intention. Sur les urgenturies, le premier traitement, alors sauf s'il y a une contre-indication au traitement par estrogène, mais comme je vous l'ai expliqué, une fois la muqueuse rétablie, le traitement peut être prescrit avec une séquence 3 fois par semaine d'estrogénothérapie. Ce qu'il faut savoir, alors ça c'est une information indirecte, mais très souvent, les patientes arrêtent le traitement avec des estrogènes parce qu'on leur donne des estrogènes dès le début. Et si vous avez une muqueuse qui est très atrophique, comme je vous l'ai dit, les estrogènes passent directement dans le sang. Et donc, vous vous souvenez, vous avez tous eu l'occasion de mettre les mains dans de la neige ou dans un bloc de glace. Et quand vous ressortez les doigts, ils sont blancs, c'est-à-dire qu'ils sont comme la muqueuse vaginale à la ménopause. Et quand ils se recolorent, ça brûle. Et donc, les femmes ont raison, il suffit de les écouter. Moi, c'est en écoutant les patientes qui me l'ont expliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre des estrogènes en première intention sur une muqueuse très atrophique. Il faut toujours commencer par les topiques. Et une fois que la trophicité, la souplesse, l'élasticité est revenue, on peut éventuellement rajouter des estrogènes. Et ensuite, alors ce qu'il faut savoir pour l'urgenturie, c'est qu'au-delà de ce traitement, on a des traitements avec par exemple des électrostimulations du nerf tibial postérieur et de l'acupuncture aussi, qui est pareil, qui peut marcher. D'accord. Alors, quelques questions sur le laser. Donc, c'est un peu ce dont on a déjà parlé, c'est sur l'accessibilité de ces traitements. Où sont pratiqués ces traitements au laser? Est-ce que là aussi, il y a des possibilités d'avoir des annuaires? Les traitements laser sont faits par des équipes actuellement de plus en plus formées parce que, si vous voulez, vous avez vu, je vous ai dit que la FDA, je vous ai dit qui est la société américaine, avait bloqué l'utilisation des lasers parce qu'il y avait des brûlures importantes parce que tout le monde voulait faire mieux que les autres. Et donc, on faisait des traitements trop puissants et ça brûlait les muqueuses. Alors, actuellement, il faut vous renseigner. Alors, c'est vrai que dans les établissements hospitaliers, parfois, il y a un prix, mais qui reste modique.
Dans les cabinets privés, il y a des cabinets privés qui travaillent à des tarifs tout à fait raisonnables. Il y en a d'autres qui ont des tarifs, comme je dirais, qui sont un peu proches du Paris Saint-Germain. Mais voilà. On n'a pas de liste, si vous voulez, des cabinets ou des équipes. On a des listes pour les rééducateurs formés, mais on n'a pas de liste pour ces établissements. Alors, vous pouvez vous renseigner sur les sites par rapport aux gens qui utilisent la photobiomodulation, etc. D'accord. Alors, quelques questions un peu plus variées. Juste pour revenir sur les infections urinaires, donc question pour pallier aux infections urinaires post-rapport sexuel, le gynéco m'a prescrit de la furadentine à prendre après chaque rapport. Y aurait-il une autre solution, sachant que je ne suis plus sous tamoxifène depuis 2019? Alors, c'est une bonne indication, c'est classique de proposer ce type de traitement après les rapports. Premièrement, on conseille de bien boire et d'aller uriner avant le rapport. Deuxièmement, s'il y a ces infections qui persistent, la première des choses, c'est de refaire la flore, parce que ces infections urinaires, vous ne les aviez pas avant. Donc, si vous voulez, il faut refaire la qualité de la muqueuse et refaire le microbiote local. Mais l'indication, tant que c'est embêtant, il vaut mieux, voilà, le choix thérapeutique est une indication classique. Oui. Alors, sur les lactobacilles, donc il y a quelques questions. Il y a de très nombreuses préparations. Donc, est-ce qu'on peut préciser quel lactobacille utiliser? Et une autre question, si est-ce normal que les lactobacilles que j'ai pris l'initiative de prendre provoquent des écoulements vaginaux très liquides? Faut-il persévérer ou arrêter? Alors, vous avez des multiples études. Parmi les lactobacilles, si vous voulez regarder, c'est le Lactobacillus crispustus qui est celui qui est le plus référencé là-dessus. Il faut savoir qu'on a mis en place une académie du microbiote vaginal. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on est en train de découvrir toutes ces pathologies. Par contre, si vous avez une maltolérance avec un produit, il faut en changer. Et il faut savoir que parfois, le traitement, je ne voulais pas développer, mais il faut associer un traitement du microbiote vaginal et du microbiote digestif. Et donc, si vous avez des pertes abondantes gênantes, il faut changer de produit pour trouver celui avec lequel vous êtes confortable. Et au besoin, quitte à passer par des lactobacilles ou des probiotiques par voie orale. Il faut retrouver la qualité de vie, le confort et je dirais le bien-être pelvipérinéal et pas des effets secondaires délétères. Une question sur les bouffées de chaleur, comment les traiter? Alors, il y a deux choses sur les bouffées de chaleur. Donc, il y a des patientes parfois qui ont des traitements hormonaux et qui vont bien. Par contre, lorsqu'il y a une contre-indication formelle aux traitements hormonaux, alors il faut savoir qu'il y a des contre-indications aux estrogènes, mais il y a des femmes qui n'ont pas de contre-indication à la progestérone naturelle. La progestérone naturelle peut être efficace dans 20% des cas sur des bouffées de chaleur. Donc, ça aussi, il faut en parler avec l'oncologue. On peut avoir cette possibilité. Si les traitements hormonaux sont contre-indiqués, qu'est-ce qui nous reste? Alors, je ne vais pas vous donner les propositions de la société américaine. C'est prendre des douches froides avant de se coucher, mettre des bacs de glaçons au pied du lit. Enfin, je trouve qu'ils sont un peu déplacés. Quelles sont les solutions qu'on a? Alors, les premières solutions, c'est de garder une activité physique. Pourquoi? Parce qu'on sait que le rapport de la masse musculaire permet de réduire les bouffées de chaleur. Donc, première notion. Deuxième notion, c'est de faire attention à des soins environnementaux, comme on vient de l'évoquer, c'est clair. Troisième élément, c'est de faire attention à la nutrition. Alors, c'est vrai qu'il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider. Troisièmement, il y a des traitements qu'on appelle symptomatiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des traitements spécifiques des bouffées de chaleur, mais qui peuvent améliorer les bouffées de chaleur sans toujours peut-être les faire disparaître, mais qui peuvent aider à faire que ce soit pas trop gênant dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que ça ne réveille pas la nuit 36 fois, etc.
Et donc, on a des traitements qui sont avec des produits. Alors, moi, j'en ai 4 ou 5. Et je les donne aux patientes en leur demandant de trouver celui qui leur va bien. Et parfois, on a des produits qui sont des extraits de pollen ou des extraits alimentaires qui permettent de réduire les bouffées de chaleur et parfois les douleurs articulaires. Mais il n'y a pas de solution, voilà, il n'y a qu'à la télé où on parle des solutions miracles. Hein. Nous, en médecine, on ne connaît pas, ou dans les séries où on appuie sur Escape et crac, on revient à avant. Comme je dis, on ne revient jamais avant. Alors, on va prendre 2 dernières questions, parce que je vois qu'il y a certaines personnes Moi, j'ai tout mon temps. Hein. De l'horaire. Pour celles qui nous quittent dès maintenant, donc vous aurez accès au replay de la conférence. Donc, si vous ratez quelques dernières minutes, vous pourrez toujours y avoir accès. Vous aurez dans votre boîte mail le lien pour le replay dès la fin de la conférence. Donc, peut-être 2 dernières questions. Donc, vous avez parlé au tout début de la zone vestibulaire. Quoi faire si on a des douleurs dans cette zone spécifique? Alors, les douleurs vestibulaires, là aussi, je l'ai juste indiqué pour dire qu'il y a 30 ans, on ne savait pas comment faire. On faisait de la chirurgie, on faisait des vestibulectomies 8 fois sur 10. J'en ai fait avec des bons résultats, mais aussi mauvais résultats. En fait, à la date d'aujourd'hui, ces problèmes de vestibulodynie ou de vestibulopathie, eh bien, on peut les traiter, alors soit avec des traitements locaux, ça peut être à base de vitamine E, à base d'acide hyaluronique. On peut aussi les traiter avec, alors il y a des techniques de laser particuliers, on peut les traiter avec la photobiomodulation. Et nous, on fait, je vous ai dit, on fait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on fait à peu près 1500 séances par an de photobiomodulation dans le service, sans effet secondaire depuis 7 ans. Donc, ces résultats sont bons et on peut traiter. Et comme vous l'avez vu sur les diapositives, on a près de 80% d'amélioration. Si ceci ne suffit pas, on peut faire des traitements avec de l'acide hyaluronique parce que parfois l'atrophie est tellement importante que dans la zone de la fourchette, au niveau médian, on a quasiment un trou à ce niveau-là ou des fissures. Et donc, on peut faire de l'acide hyaluronique, voire parfois des techniques, alors qui ne sont pas très décrites ni publiées, mais avec des techniques de toxines en micro-injection de surface qui permettent de modifier les capteurs de sensibilité à ce niveau-là et qui peuvent permettre d'améliorer les patients. Donc, on a des... Alors, comme je vous l'ai dit, je leur dis souvent, je ne suis pas le bon Dieu et je n'ai pas de baguette magique. Par contre, on peut rendre la vie possible et confortable. Donc, on peut y arriver, mais c'est vraiment un traitement. Et vous voyez que ceux qui progressent depuis 5 ans ou 6 ans, c'est qu'on a appris à séquencer ces différents traitements, et parfois à les associer. Alors, une dernière question pour finir, qui a été posée plusieurs fois. Si l'on cesse l'hormonothérapie, est-ce que les effets secondaires vont disparaître? Parce que voilà, s'ils sont parfois tellement nombreux que le calcul bénéfice-risque est à discuter pour certaines patientes. Donc, alors, je suis d'accord avec la question qui a été posée. Alors, en général, il y a une diminution, c'est clair, en particulier sur les douleurs articulaires, où il y a des femmes qui, après 6 à 8 mois, ont une nette diminution des douleurs, en particulier articulaires. Par contre, les phénomènes liés à l'atrophie ne s'amélioreront pas. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'atrophie est faite, la femme est dans une tranche d'âge où il ne va pas y avoir une reproduction d'hormones qui vont permettre une régénération de la trophicité de la muqueuse. Donc, si on ne traite pas les muqueuses, eh bien, tout ce qu'on a évoqué persistera et s'aggravera. Et après, on rentre dans le c'est normal, je ne peux plus, etc. Ce qui est, quand on n'a pas d'autre solution, bien sûr que c'est comme ça qu'il faut essayer de faire face. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, continuer à dire ça, c'est de la médecine du XIXe siècle. Donc pour moi, c'est inadmissible, surtout qu'on a des outils. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit tout ce qu'on vient d'évoquer parce qu'on en était au balbutiement et moi le premier, je n'étais pas tout à fait convaincu parce qu'on n'avait pas d'études, on n'avait pas d'éléments d'information sur les mécanismes d'action des produits, etc. Aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas, vaut mieux changer d'activité. Professeur, merci beaucoup pour la clarté de votre présentation et tous les éléments que vous avez donnés et surtout
la présentation de la panoplie de solutions qui s'offrent aujourd'hui aux femmes qui sont sous de ces syndromes. Merci beaucoup pour cette conférence. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé, il y a toujours 2 études donc actuellement en cours sur la plateforme des Sentinelles pour les patientes en cours de traitement pour hormonothérapie. Donc le replay sera accessible dès quelques minutes si vous voulez retrouver l'ensemble de cette conférence. Et on vous donne rendez-vous le 22 juin pour une prochaine conférence sur une étude qui concerne les patientes en surpoids atteintes de cancer du sein. Oui, et je voudrais juste continuer à remercier toutes les équipes de Sentinelle ainsi que Guillaume et Guillemette Jacob, parce que sans son investissement, tout ceci n'aurait pas été possible. Et donc, merci de nous aider parce que c'est un vrai challenge et il faut qu'on y arrive. Merci et à bientôt. Merci et bravo, merci aussi pour les pouces que je vois apparaître. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.